Bonjour à tous et bienvenue dans votre programme 7 jours en Afrique de l'Ouest qui vous fait le point des faits marquants de l'actualité ouest-africaine de la semaine. Nous débutons par le Niger où le bilan des inondations depuis le début de la saison des pluies s'alourdit. Le pays enregistre désormais des centaines de morts et des milliers de sinistrés. Le gouvernement nigérien a annoncé plusieurs milliards de francs CFA pour apporter une réponse humanitaire à cette crise. Plus de précisions de Demba Amarhan. Dans un récent point de la situation, le gouvernement nigérien a indiqué que cette année, une pluviométrie particulièrement abondante a causé d'importants dégâts. Le nouveau bilan des inondations fait état de 217 morts, 200 personnes blessées, plus de 46 500 sinistrés et plus de 350 000 personnes impactées. Plusieurs dégâts matériels ont aussi été enregistrés, notamment des effondrements de maisons, ou encore des infrastructures routières détruites. En réponse à cette catastrophe, le gouvernement nigérien a annoncé le décaissement de 12 milliards de francs CFA pour gérer les opérations de prévention et de gestion des inondations. Selon les autorités, depuis le 15 août dernier, plus de 31 000 ménages, soit 240 000 personnes, ont bénéficié d'une assistance en vivres. Depuis le début de la saison des pluies au Niger, les inondations ont causé d'énormes dégâts dans plusieurs régions du pays et la capitale, Niamey. La région ouest-africaine est frappée par les inondations depuis le début de la saison des pluies. Cette année, tout comme plusieurs autres pays, l'État de Jigawa au Nigeria enregistre plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels. On dénombre aussi des déplacements massifs de la population de cet État du nord-est du Nigeria. Plus de précisions de Murtala Zouberou. Le centre d'urgence de l'État de Jigawa a confirmé la mort d'au moins 30 personnes dans les inondations qu'enregistre l'État depuis quelques jours. Des décès liés très souvent aux effondrements de maisons durant les fortes pluies. Au moins 90 localités de l'État ont été affectées par le passage des eaux, provoquant des déplacements massifs de population. Le centre d'urgence de l'État parle de plus de 9 300 déplacés, dont nombreux sont des enfants souffrant déjà de maladies liées aux inondations telles que le paludisme et la diarrhée. Les inondations ont également fait de nombreux dégâts. Plus de 7 300 hectares de terres agricoles ont été inondés. Le bétail dans plusieurs localités a été emporté par les eaux et environ 4 700 maisons se sont effondrées. Les autorités de l'État rassurent qu'elles travaillent sur une réponse humanitaire qui touchera tous les sinistrés. La distribution de vivres et de fournitures médicales a débuté. Selon l'agence nigériane de gestion des urgences, depuis le début de la saison des pluies dans le pays en mai dernier, au moins 227 000 personnes ont été affectées direct ou indirectement par les inondations dans 27 États. Les inondations ont également fait 30 morts au Mali et d'importants dégâts matériels. Le président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est déplacé en personne jeudi au centre de coordination et de gestion des crises. Le gouvernement malien veut désormais prévenir les inondations souvent meurtrières. Un comité interministériel a également été mis en place pour suivre l'évolution de la situation. À Bamako, Aliou Thiam. Après les inondations meurtrières durant ces mois d'août, place à l'action. Lors de son passage au centre de coordination et de gestion des crises, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, va s'appuyer sur le Ségogec pour minimiser les risques. Toutes ces phases de coordination est un outil mis en place par les autorités, donc va nous permettre effectivement de gérer cette crise. Mais au-delà de tout ce que nous avons pu mettre en place, c'est-à-dire la stratégie, le dispositif géré par le Ségogec, c'est un phénomène qui est indépendant de notre volonté, parce que c'est dû au changement climatique. Notre rôle, c'est effectivement de faire en sorte que nous puissions vraiment minimiser les risques de dégâts matériels, les risques de pertes en vies humaines. Le colonel Goïta a aussi annoncé d'autres mesures urgentes qui seront exécutées dans les prochains jours. Je voudrais aussi appeler nos concitoyens à rester vigilants et surtout à respecter les recommandations des services compétents. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, les autorités vont prendre d'autres décisions pour renforcer davantage le dispositif qui est déjà en place. Pour rappel, un comité interministériel a été mis en place pour suivre l'évolution de la situation. À ce jour, le pays a enregistré 122 cas d'inondation qui ont fait 30 morts. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio.
En Gambie, la pénurie de certains médicaments dans des hôpitaux publics à travers le pays inquiète les habitants et le personnel de santé. La population, surtout des zones rurales, appelle les autorités à régler cette question avant que la situation ne provoque des drames. Plus de précisions de Christian Moukidi sur les notes du correspondant de notre service anglais à Banjul, Sankoulé Djanko. Dans les zones rurales, la frustration grandit alors que les hôpitaux publics sont confrontés à une grande pénurie des médicaments essentiels. Dans des villages comme Sibanor, Jifanga et bien d'autres, les habitants luttent contre les manques de médicaments de base, privant de nombreux patients des traitements cruciaux. Biam, une ville située à environ 100 km à l'est de la capitale Banjul, possède le plus grand hôpital public de toute la région de la côte ouest de la Gambie. Lamine Badji, un habitant des villages environnants, explique que si l'accès aux soins de santé est à saluer, le manque de médicaments est devenu un problème majeur. Regardez là-bas, de l'autre côté. Si vous y allez, on vous prescrit 3 ou 4 médicaments. À la fin de la journée, ils ne vous en donneront qu'un. Et le reste, vous devrez aller chercher ailleurs et acheter. Des personnes sont mortes ici parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Pouvez-vous imaginer un grand hôpital comme Bawan puisse avoir ce problème, ce manque de médicaments? C'est grave. Cette pénurie a exacerbé les problèmes de santé, les affections courantes et les maladies chroniques n'étant pas traitées. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des soins de santé privés, la situation est particulièrement désastreuse. Keba Mane, directeur général de l'hôpital général de Biam, explique que depuis l'épidémie d'infection rénale aiguë qui a tué environ 70 enfants en Gambie, le processus d'approvisionnement en médicaments des patients est devenu rigoureux. Le manque de médicaments dans les hôpitaux publics gambiens est général. Dans les zones rurales comme en zone urbaine, c'est le même cri de cœur. Le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO alerte sur l'augmentation des cas de variole du singe dans la région. L'Afrique de l'Ouest enregistre 44 cas. Depuis le début de cette année 2024, l'épidémie a déjà fait des centaines de morts sur le continent et des milliers de cas ont été enregistrés. Direction à présent le Bénin où la date du procès du cyberactiviste Steve Amoussou alias frère Humvi a été fixée au 7 octobre prochain. Interpellé à Lomé il y a un peu plus d'une semaine, il a été présenté mardi au parquet spécial de la Criette, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Plus de précisions de Sani Moumouni Seibou. La Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a retenu 3 infractions contre Steve Amoussou, alias frère Humvi. Le cyberactiviste est poursuivi pour provocation directe à la rébellion, initiation et publication de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et harcèlement par voie électronique. Il sera jugé le 7 octobre prochain à Cotonou. Réagissant, un de ses avocats a dit ne pas être surpris par la décision du parquet spécial. Il se dit par ailleurs soulagé que le parquet n'ait pas retenu la cybercriminalité contre son client. Les 3 avocats de Steve Amoussou, alias frère Humvi, comptent maintenant préparer l'audience du 7 octobre prochain. Ils espèrent obtenir l'autorisation de communiquer avec leurs clients. L'Ordre des avocats a d'ailleurs invité la justice au professionnalisme et au respect rigoureux des lois dans ce dossier pour, je cite, garantir l'état de droit. À noter que depuis plusieurs années, le cyberactiviste Steve Amoussou, alias frère Humvi, installé au Togo voisin, critiquait sévèrement et régulièrement sur les réseaux sociaux le président béninois Patrice Talon et son gouvernement. Depuis lundi dernier, s'est ouvert à Bamako le procès de Bakary Togola, surnommé le roi du coton malien. L'ancien président de l'Assemblée des chambres d'agriculture du Mali, Bakary Togola, et 10 autres personnes vont comparaître jusqu'au 30 août prochain devant la cour d'assises spéciale sur les crimes économiques et financiers. Ils sont accusés, entre autres, de détournement de plusieurs milliards de francs CFA de fonds publics. Et puis, des avions appartenant à la présidence du Nigeria ont été saisis en France et en Suisse. Cela fait suite à une décision de justice. La saisie a été initiée par une société chinoise qui a attaqué en justice l'État d'Ogun pour un conflit juridique qui date de près de 15 ans. Pour rappel, ces avions présidentiels nigérians sont en maintenance en Europe. Plus de détails de Albin Adé.
Au total, ce sont 3 avions appartenant à la présidence nigériane qui ont été saisis en France et en Suisse suite décision de justice. En maintenance en Europe, la valeur de ces 3 avions saisis est de 100 millions de dollars. La société chinoise en conflit avec l'État d'Ogun au Nigeria réclame 70 milliards de dollars des frais que ces 3 avions couvrent largement. Le Nigeria refuse de payer à la société chinoise la somme demandée par la justice, malgré sa condamnation en première instance puis en appel. L'entreprise chinoise Zhongshan Fushang Industrial Investment avait acquis en 2010 les droits de développement d'une zone franche dans l'état d'Ogun au sud-ouest du Nigeria. Quelques années plus tard, l'État d'Ogun a mis fin unilatéralement à ce partenariat et a par la suite expulsé l'entreprise chinoise du Nigeria. La société a alors attaqué l'État d'Ogun en justice, invoquant une violation du traité bilatéral d'investissement signé entre Pékin et Abuja en 2001. Les 3 jets présidentiels du Nigeria saisis temporairement ne pourront rentrer que si le Nigeria paye les 70 millions de dollars à la société chinoise. En Guinée, le référendum pour valider ou non la nouvelle constitution pourrait connaître un report. Lors de la présentation de l'avant-projet de constitution il y a quelques jours, ce référendum a été annoncé d'ici à la fin de cette année 2024. Eh bien, il pourrait désormais être reporté en 2025, a laissé entendre le porte-parole du gouvernement guinéen, situation qui prolongerait la durée de la transition militaire censée prendre fin en décembre prochain. À Conakry, Tierno Alpha Ibrahima Baldé. Le report du référendum pour valider ou non la nouvelle constitution entraînera automatiquement la prolongation de la transition militaire, alors qu'elle doit prendre fin le 31 décembre prochain par l'organisation d'élections pour rendre le pouvoir aux civils. La présidence guinéenne peine depuis à confirmer le respect de ce calendrier. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Ça dépend du contexte qui va arriver. Mais nous sommes dans la projection de faire ce référendum en fin d'année. Maintenant, si des éléments du contexte justifient que ça soit remis à l'année prochaine, mais ça sera remis à l'année prochaine. Alors que la pression s'accentue sur le gouvernement pour le respect du chronogramme convenu avec la CEDEAO de mettre fin à la transition militaire fin décembre prochain, pour le porte-parole du gouvernement, la Guinée ne cédera à aucune pression. Le retour à l'ordre constitutionnel est enclenché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons pour doter notre pays de constitution. Nous avons des objectifs qui sont assignés sous 3 rubriques, du social, de l'économique et du politique, qui sont en train de structurer. Il y a des objectifs qui sont assignés à tout ça. Si les objectifs sont atteints, mais la transition prendra fin. Il faut que les gens arrêtent vraiment de nous dire c'est quand. J'ai toujours soutenu l'idée qu'il n'y a personne qui détient un fouet derrière la Guinée pour dire fais ça, c'est lundi, fais ça, c'est mardi. C'est pas comme ça que ça marche. Un État s'organise en fonction de ses propres paramètres et avance. Si la prolongation de la transition militaire n'a toujours pas été officiellement confirmée, les forces sociopolitiques se mobilisent déjà contre et annoncent la mise en place d'une transition civile parallèle passée le 31 décembre 2024. De Conakry, Tierno Alpha Ibrahima Baldé pour la West Africa Democracy Radio. La CEDEAO poursuit sa médiation pour tenter d'éviter les départs du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation. En formant leur alliance, la Confédération des États du Sahel, ces pays dirigés par des militaires ont annoncé leur départ de l'organisation ouest-africaine en janvier 2025. Le Parlement de la CEDEAO compte jouer les médiateurs pour éviter les départs de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey du bloc régional. La commission du Parlement de la CEDEAO annonce une médiation prochaine dans ces 3 pays, en plus de celle qui sera conduite prochainement par les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et togolais Faure Gnassingbé au nom de l'organisation sous-régionale. Au Sénégal, une nouvelle coalition politique voit le jour alors qu'on se dirige vers la dissolution du Parlement, ce qui ouvrirait la voie à de nouvelles élections législatives. La nouvelle coalition réunit plusieurs partis dont l'APR de l'ancien président Macky Sall ou encore Réumi de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Plus de précisions de Laura Rumpeto. Cette nouvelle coalition d'opposition est appelée Bloc des libéraux et démocrates, Taku qui veut dire s'unir en wolof. Elle est composée de 40 partis, dont ceux de l'ancien président Macky Sall ou encore de l'ancien premier ministre Idrissa Seck.
Pour l'un de ses responsables, l'objectif de cette nouvelle coalition d'opposition est d'abord de créer un bloc d'opposition au gouvernement et par la suite un bloc électoral en vue des prochaines élections législatives. La création de cette nouvelle coalition politique d'opposition intervient alors qu'on se dirige vers une dissolution de l'Assemblée nationale par le nouveau pouvoir qui souhaite y être majoritaire. Par ailleurs, le Parti démocratique sénégalais PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade, aujourd'hui dirigé par son fils Karim Wade, ne fait pas partie de cette nouvelle coalition d'opposition. L'ancien premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux à la dernière présidentielle, souhaite de son côté incarner une opposition républicaine. Il réunit progressivement autour de sa personne des acteurs politiques importants et pourrait annoncer prochainement la création de son parti politique. Au Togo, un nouveau gouvernement de 35 ministres a été formé. Il est dirigé par Victoire Toméga Dogbe. Cette nouvelle équipe gouvernementale sera chargée de conduire la transition jusqu'à l'installation des institutions de la Ve République. Parmi les nouveaux ministres, 3 sont issus des rangs de l'opposition. Leur nomination fait polémique dans un contexte où la nouvelle constitution est rejetée par les opposants et les acteurs de la société civile. Plus de précisions de Issouli Djedjou. Dans la nouvelle équipe transitoire se retrouvent 3 membres de partis politiques d'opposition. Il s'agit de Joseph Kouami Gomadou de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, un parti dirigé par Jean-Pierre Fabre, de Isaac Tchakpi, porte-parole de l'Union des forces de changement, l'UFC, mais aussi de Ounake Kosivi, un militant de la jeune formation de l'opposition, le Bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine. Bien sûr, leur entrée a fait réagir l'opposition. L'ANC, pour sa part, a vite sorti un communiqué après la nomination de Joseph Kouami Gomadou pour lever toute équivoque. Éric Dupuis de l'ANC. Quand on attend pratiquement 3 mois pour constituer un nouveau gouvernement, je trouve ça du cafouillage. On a l'impression que le gouvernement togolais ne sait pas du tout où il va. En attendant la décision du parti, M. Gomadou est suspendu de toutes ses activités, toutes ses responsabilités, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau du parti. La société civile, quant à elle, dénonce le nombre pléthorique des ministres et la nomination d'opposants qu'elle qualifie de non-événement. David Dossé est le porte-parole du Front citoyen Togo Debout. On est surtout frappé par le nombre pléthorique de ministres. Le même gouvernement avec 35 ministres pour une période assez courte, paraît-il, qu'on a le sentiment que on tourne en rond. On ne sait pas exactement où on va et tout cela nous inquiète. Alors, est-ce que ceux qui sont entrés, qui sont étiquetés comme étant des opposants institutions? Je ne pense pas. Voilà, mais pour nous, ça reste vraiment un non-événement. Le problème est là. Ce gouvernement togolais de 35 membres, le premier depuis le changement contesté de la Constitution, a pour mission de conduire la transition pendant 8 à 9 mois, le temps de mettre en place toutes les institutions de la Ve République. On termine par le Burkina Faso qui va bientôt changer de devise. La devise actuelle du pays, Unité, Progrès, Justice, sera remplacée par La patrie ou la mort, nous vaincrons, devise sous la révolution menée par le capitaine Thomas Sankara. L'avant-projet de loi a été adopté mercredi en Conseil des ministres. Selon le gouvernement, cette modification vise à raviver la fibre patriotique dans les cœurs des Burkinabés. Écoutons à ce propos le ministre burkinabé de la Justice et d'Assaut, Rodrigue Bayala. Il s'agit de la devise de notre pays qui est consacrée à cet alinéa 4 de l'article 34 de notre Constitution qui dispose que la devise est Unité, Progrès, Justice. Le projet de loi constitutionnelle qui a été adopté vise à modifier cette disposition et consacrer dorénavant la patrie ou la mort, nous vaincrons, comme devise de notre pays. En rappel, c'est par ordonnance du 2 août 1984 que la patrie ou la mort a été instituée comme devise de notre pays. Et la Constitution du 2 juin 1991 a effectivement consacré cette devise comme étant la devise de notre pays. Et c'est par la loi du 27 janvier 1997 que cette devise a été changée en Unité, Progrès, Justice. Et si vous constatez dans les discours officiels, et lorsqu'il est question de faire appel au sentiment patriotique et de faire revivre la flamme de l'engagement citoyen qui constate l'acceptation du citoyen burkinabé au sacrifice suprême pour la patrie,
il est fait appel à la formule « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». Donc ces changements visent à renforcer le sentiment patriotique d'une part, à faire revivre la flamme de l'engagement citoyen, cette même flamme qui éclaire la marche du peuple vers l'horizon du bonheur. Et nous arrivons donc au terme de 7 jours en Afrique de l'Ouest, votre programme qui vous fait le point des faits marquants de l'actualité ouest-africaine de la semaine. Bonne fin de week-end à tous, rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro et d'ici à là, portez-vous bien.